Les pistonnés, le rendez-vous du mercredi. Alors, si vous entendez des bruits de DJ pendant le jingle, c'est parce que Hamza Ramani adore se chauffer comme ça. Et c'est plutôt pas mal. Hamza Ramani, Brice Germain, ils sont de retour. Vous avez bien sûr dégusté et apprécié, je l'espère en tout cas, le débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite. On revient avec le MAG ce mercredi. Nos deux compères toujours présents et notre super invité, l'homme qui a quand même ses entrées et table ouverte chez les pistonnés. Ils sont rares et c'est souvent qualitatif. Salut Antoine. Merci, ça me touche. Je note un truc quand même, c'est dès que je viens, il y a un débat du mercredi sur Ferrari catastrophique. J'étais venu à Silverstone l'an dernier. C'est vrai. Voilà. Du coup, il faut quoi faut souhaiter pour Ferrari que tu ne viennes plus. Et comme vous voulez. En attendant, ça fait 10 ans. Hein, donc, En fait, c'est pour ça. Je viens, j'ai calé le bon créneau. Je sais que je vais revenir souvent. Mais je vais pas te mentir, quand il y a eu la conf de rédaction dimanche soir, on dit on fait quoi en débat? Tout de suite c'est parti sur viens on fait Ferrari. Bon ouais, en plus il y a Antoine qui vient. Donc, attends, la punch d'Antoine sur Sainz la semaine dernière, moi incroyable. Personnellement je veux la réentendre là. Ouais. Et Jean-Luc Roy m'envoie encore des textos pour me dire c'est qui ce Antoine le pit stop parce que franchement il m'a bien fait marrer. Non, c'est vrai que pour le coup c'est énorme. Juste petit coup de promo, c'est le dernier, c'est promis, on vous en a parlé lundi. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, c'est Bodico Formule 1 pardon, tous les pilotes de 1950 Ouais, il y a un à droite. à nos jours. Et c'est écrit par Emmanuel Touzeau, qui a un excellent prénom, qui est un excellent journaliste, et puis bien sûr également la maison d'édition Talent Sport. Talent Sport, ils font souvent des bons. Ils font souvent des bons bouquins, Ouais. mais je pense que s'ils faisaient un bouquin écrit par les pistonnés, une biographie de Pedro Diniz, par exemple. Comme avec Jean-Luc Roy, Toi, tu t'as le sens tends du la... business. Ouais, tu vois. Écoute, il y a les éditeurs qui nous regardent. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un bouquin des pistonnés Il qui parle sorte. pas de Pedro Diniz. Non, mais les pistonnés plus grands pistonnés de la les F1. plus grands pistonnés de la Formule 1. T'imagines, Ouais. le même Dico, Avec Lens en couve. mais tu retires juste 350 pages avec que les pistonnés. Gaston Mazzacan. Préface de Gaston Lance Stroll. Mazzacan. Préface de Lance Stroll. Oh le culot. Oh, ça serait incroyable. Ouais. Bref. Ouais, bref, voilà. J'en suis une perf. Préface de Noroy Noroy Nissani. Ils sont nombreux, on aura une longue conférence pour parler de tout ça. Les gars, débat Ferrari, et n'oubliez pas, là, après, dans une deuxième partie de l'émission, on parle MotoGP avec une toute nouvelle venue dans l'équipe qui s'appelle Margot. Elle est géniale, elle est top, elle va nous parler moto. Elle va essayer de nous convaincre de suivre la MotoGP. Elle sera là une fois par mois. J'ai déjà hâte qu'elle soit là. On lance le débat tout de suite. On a attendu avant de parler de Ferrari dans cette saison 2023. De course. On a attendu de course, mais on n'en a pas parlé depuis le début de la saison. Et je te rappelle qu'on a en plus de plus en plus de rendez-vous avec Winamax TV, etc. Donc pour les Ferraristas autour de ce plateau, je sais que voilà, ça démange, etc. On attendait Jeddah parce que Jeddah devait être une sorte de juge de paix, en tout cas un premier test. Hamza Ramani en parlait notamment il y a 15 jours lorsqu'on évoquait la question de Aston Martin. On va développer ce débat en 3 points et on va tout de suite, surtout commencer par s'intéresser à cette voiture parce que Jeddah soulevait de gros doutes et le doute de savoir si justement Ferrari n'est pas en régression cette saison. Le tracé devait leur convenir. Ils sont finalement, alors ils étaient devant Aston et Mercedes en rythme de qualification et en rythme de course. Pouf, ils ont chuté. Ils sont derrière Aston et Mercedes. Ils n'avaient d'ailleurs, et c'est Fred Vasseur qui le dit, aucun rythme avec les pneus durs. C'est une grosse problématique et pas qu'à Jeddah. Et puis, moi j'ai envie de poser la question, les gars, concernant cette voiture, sur cette philosophie et ses limites. On a vu Ferrari se concentrer par rapport à l'année dernière sur la vitesse de pointe. Est-ce la bonne approche dans un calendrier où j'ai l'impression que c'est plus l'appui en virage ou la vitesse en virage qui peut te donner un certain ascendant. C'est une question que je pose, c'est vous les experts. Le problème de dégradation, les problèmes de fiabilité qui ne semblent toujours pas être réglés, qui ont déjà handicapé la saison dernière la Scuderia. Et puis aussi, on l'a appris ce week-end, ces problèmes de sous-virage qui limitent les options de réglage et notamment sur tous les choix qui ont été faits concernant l'aileron arrière. Cette monoplace, restons focus sur la monoplace. Est-ce que Ferrari est en régression avec cette nouvelle voiture, la SF23 ? Je dirais que Ferrari est en retard, pas en régression. Je pense qu'ils ne sont pas prêts pour cette saison 2023. Quand on voit ce qu'ils travaillent durant les essais libres, pour moi, c'est quelque chose qu'ils auraient dû travailler pendant les essais hivernaux. Aujourd'hui, ils n'ont pas l'aileron arrière qu'ils veulent, ils n'ont pas l'appui qu'ils veulent sur cet aileron arrière. Ils ont travaillé énormément pour le stabiliser déjà, ça a été une problématique. Ils ont du sous-virage parce que justement cet avant n'est pas assez piqueur et que l'arrière est trop chargé. Ensuite, ils ont un problème réel dans les virages lents qui était leur force l'année dernière.
Ils ont changé de philosophie pour se tourner vers la vitesse de pointe parce que justement, ils ont constaté l'année dernière qu'en se tournant vers la vitesse de pointe et moins l'appui, ils auraient moins de problèmes de dégradation pneumatique, ce qui leur a causé beaucoup de tort en début de saison là où ils étaient performants. Et qu'au moment où il y avait lutte Leclerc-Verstappen, Verstappen à la vitesse de pointe plus DRS passait Leclerc, mais que l'inverse ne se produisait pas. Donc, ils ont corrigé, en tout cas voulu dans la philosophie de cette voiture 2023, corriger les problématiques qui leur ont fait défaut au moment où ils étaient en lutte en termes de performance avec Red Bull, mais la voiture n'est pas prête. C'est-à-dire que il va falloir attendre les évolutions, mais même dans le package actuel n'est pas optimisé. Quand on voit aussi ce qui s'est passé à Bahreïn en termes de fiabilité, ça a certainement joué sur la manière dont on a débloqué les chevaux des 2 moteurs Ferrari à Jeddah et que le potentiel moteur de la Ferrari n'a pas été débloqué comme il fallait. On a bien vu, la pointe de Carlos Sainz et Charles Leclerc était 333 km/h quand celle de Pérez et de Verstappen atteignait les 340. C'est pas un problème de performance du moteur Ferrari, c'est un problème, pour le moment, on n'est pas du tout sûr de la fiabilité. Donc on a encore du travail à faire sur ces aspects-là. Et à l'heure actuelle, en termes de performance, ils sont effectivement en régression. Pour autant, ça ne veut pas dire que le package est moins bon que les autres. Ça veut juste dire qu'à mon avis, il est beaucoup plus en retard dans son perfectionnement que les autres. J'entends clairement, mais ce que je me dis, c'est l'an dernier, ils sont devant Mercedes, largement au début, un petit peu moins à la fin, mais en ayant stoppé le développement plus tôt. Cette saison, Mercedes revient, c'est la crise parce que la voiture ne marche pas, et ils sont devant Ferrari. Donc est-ce que Ferrari a régressé? Pour moi, oui. Surtout, ils faisaient partie aussi des équipes qui, sur leur temps de qualif à Jeddah, avaient régressé par rapport à 2022. La moitié des équipes étaient dans ce cas-là. Donc ça m'inquiète un peu. Moi, ce qui me fait surtout peur du côté de Ferrari, c'est qu'on a un Charles Leclerc qui est très bon en qualification, et on le voit. D'ailleurs, cette voiture, sa qualité, c'est la vitesse sur un tour. Mais en fait, je sors de ce week-end en me disant quelle est la qualité de cette Ferrari. On nous avait dit Bahreïn, ok, elle dégrade les pneus comme pas possible, c'est une catastrophe. Ok, dans les virages, elle est nulle, c'est une cata. Mais en vitesse de pointe, on est bon. Jeddah, circuit qui semble plus adapté à ça. J'ai pas vu Ferrari briller dans les speed traps. J'ai pas vu Ferrari réussir à faire la différence là-dessus. En fait, comme le dit Brice, et ça rejoint les propos de Vasseur après Bahreïn, il ne pense pas avoir un problème sur le concept de la voiture, mais il pense avoir un problème sur la manière de le régler. Parce qu'en fait, on a l'impression que soit il touche à un truc et hop, elle devient très bonne en ligne droite, mais le reste est nulle part. Et dès qu'ils essayent d'aller vers le compromis, ils perdent cet avantage en ligne droite. Et ils ne regagnent pas ailleurs, parce que ça devient, on l'a vu, il y a quelques virages très rapides à Jeddah, on pensait que ça leur conviendrait, ils étaient dedans en sous-virage partout. Donc je sors de ce week-end en me disant, je pensais après Bahreïn que Ferrari avait une voiture un peu plus complète que ça, et en fait, elle n'a pas de qualité, et elle n'a pas non plus un défaut majeur, mais en fait, du coup, elle est fade, et le deuxième relais, pour moi, il est déprimant, parce qu'il démarre, Sainz se passé par Hamilton, qui bénéficie direct de ses pneus médiums, mais le deuxième relais, ils sont 6 et 7. Et à un moment donné, Leclerc, à la radio, dit à quoi ça sert. Et en fait, oui, il a raison, ils vont ramener 6 et 8 points, mais ça sert à rien. C'est ce qu'il dit, Vasseur. C'est ce qu'il dit. En fait, il l'a redit dimanche. Il est persuadé que la voiture, elle n'est pas mauvaise. Que la performance, c'est pas une performance pure. C'est vraiment l'utilisation des pneus, l'optimisation des pneus, comment passer d'un train tendre qui fonctionne à un train dur qui ne fonctionne pas. Oui. Il est là le problème. Lui estime, alors encore, il le disait après course, peut-être que la meilleure stratégie aurait été de faire tendre médium. On a vu Hamilton capable de faire une 39, je crois, tours, ou une trentaine de tours en médium. Maintenant, tu te retrouves dans une situation où, après le premier Grand Prix, j'étais pas forcément inquiet parce que j'attendais de voir. Oui. Après le deuxième Grand Prix, il y a une petite alarme. Il y en a 3. La première s'est allumée. Mais justement, moi j'ai envie de vous relancer sur un truc, les gars. On en a parlé avec le sujet Aston il y a 15 jours. On voit qu'il y a un concept aujourd'hui qui casse la baraque, c'est le concept Red Bull. À la base de cette révolution, il y avait 3 concepts. Mercedes, Ferrari, Red Bull, 3 concepts qui n'avaient rien à voir. On voit Mercedes, aveu de faiblesse, ou en tout cas aveu d'échec, constat d'échec, qui dit on va changer notre concept. On imagine que c'est quelque chose qui pourrait ressembler un petit peu à ce qu'a fait Aston Martin, qui ressemble déjà un petit peu à ce qu'a fait Red Bull. Est-ce que, par rapport à l'histoire que l'on connaît de la Formule 1, est-ce que Ferrari n'a pas tort de se poser la question du concept, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on le sait, il va y avoir une homogénéisation, je vais y arriver, autour du concept par rapport à la voiture qui est dominante. Ouais, mais ils ont un peu plus de garantie que Mercedes en a sur son concept.
Tu penses sur le potentiel? Moi, j'ai l'impression qu'ils ont ils ont des gros problèmes de dégradation, les gros problèmes de fiabilité. Oui, mais est-ce que c'est lié au concept? Tu parlais de performance. Est-ce que c'est lié à ce concept aérodynamique-là ou est-ce que c'est lié à d'autres problématiques plus spécifiques? Pour le moment, tu vois, par exemple, la question du sous-virage, Fred Vasseur l'explique, il dit, tant qu'on n'a pas réglé cette histoire de sous-virage, dans l'optimisation, un petit peu comme le marsouinage chez Mercedes l'année dernière, tant qu'on n'a pas réglé ce sous-virage, en fait, on est obligé de tricher sur les réglages et du coup, la palette des réglages pour essayer d'aller chercher la perfo est beaucoup plus limitée. La réponse chez Mercedes a été beaucoup plus claire quand même sur le fonctionnement de ce concept. Chez Ferrari, le concept, ils arrivent à Bahreïn l'année dernière, ils font 1 et 2. Donc, en soi, pendant très longtemps, on s'est dit le concept baignoire, c'est le meilleur. Donc, je pense qu'ils vont avoir le même type de constat que Mercedes. La différence, c'est que leur concept à eux a peut-être plus de potentiel et que du coup, ils poussent certainement plus en cette direction-là. Maintenant, il faut se dire que la voiture, parce que c'est très facile de parler à Jeddah, la voiture, elle a été créée cet hiver et en fin d'année dernière, à l'époque où la performance de la Ferrari était équivalente ou légèrement inférieure à celle de la Red Bull. La Red Bull a fait un tel bond en avant qu'aujourd'hui, on se permet de se poser la question, est-ce que le concept Red Bull, c'est le seul et unique qui prévaut? Mais on ne se la posait pas au moment où ils développaient cette monoplace. Donc du coup, moi je pense qu'il y a tellement de petits problèmes à régler que l'optimisation de ce concept-là, on ne l'a pas encore vu. Et c'est ça qu'il va falloir voir, c'est si ce concept Ferrari a le potentiel d'aller matcher devant. Pour le moment, effectivement, ce n'est pas le cas. Après, Hamza a parlé de 2 alarmes qui sont allumées. Une seule. Ouais. Bon, j'ai cru Il en reste 2. Mais elle a pipé fort. Ah oui, d'accord. Il faut quand même essayer de capter la manière dont les courses se déroulent pour essayer de piger aussi que Ferrari, normalement, devrait être 2e ou 3e du championnat et loin devant Mercedes et Aston Martin. Pourquoi? La voiture a une bonne vitesse de pointe quand elle est un peu débloquée. Par rapport à Aston surtout. Leclerc se qualifie P3 à Bahreïn et P2 à Jeddah. P3, il perd la position à cause d'un abandon. Et la P2, il la perd à cause justement de son changement d'unité électronique. Mais au vu des difficultés, au vu des performances similaires entre Aston, Mercedes et Ferrari en termes de rythme, au vu des difficultés que les mecs ont à aller se dépasser, très sincèrement, les 2 podiums d'Alonso, en termes de perf pure, ils appartiennent à Leclerc. Oui. Donc, je suis moins convaincu pour celui d'hier. Ouais, exactement. Ouais. Avec la P2 en qualif, tu penses que l'Aston va aller bouffer à la vitesse de pointe? Il y a eu des calculs qui ont été faits, apparemment à condition égale, c'est 2 secondes au tour perdu sur Red Bull pour Ferrari et 0,5 par rapport à Aston. Voilà. Oui, mais pour autant, est-ce que c'est suffisant pour aller chercher à la vitesse de pointe? Je sais pas. Effectivement, de ce point de vue-là, du point de vue de la track position, peut-être, mais pardon. Et c'est ça qu'ils ont voulu privilégier cette année, à mon avis, parce que l'année dernière, ils n'ont pas privilégié la track position. Oui, et en début de saison, ils se faisaient avoir par Red Bull qui avait plus de vitesse moteur. La même chose, tout le temps. Évidemment. Et je me dis que, après, la FIAB, c'est parti de tout ça, hein, mais je me dis que Leclerc à 6 points, il devrait en avoir 30, tu vois. Oui, effectivement, il y a ce trompe-l'œil-là qui fait que Leclerc, effectivement, aurait un podium 100% à Bahreïn, et effectivement je suis d'accord, s'il part 2 du côté de Jeddah, le podium lui appartient, mais moi ce qui me fait peur, c'est que cette voiture, j'arrive pas à comprendre comment ils vont réussir à développer, et là où je rejoins Manu, c'est que le plafond des concepts, je peux pas le savoir, même les ingénieurs je pense aujourd'hui le savent pas, mais tu me déçois, Antoine. Je suis désolé, j'ai un canal, je pensais que tu avais des infos, quoi. Je suis venu avec toutes mes datas, mais le plafond du concept, je l'ai pas encore mesuré totalement, c'est l'affaire de 2-3 virgules, j'y suis presque. Mais il me dit, j'ai peur du scénario où en fait Ferrari va se rendre compte que au fait non, ce concept il permet pas de matcher Red Bull, sauf qu'ils vont s'en rendre compte peut-être début de saison 2024. Singapour. Oui, voilà, ou Singapour. J'étais optimiste, manifestement. Alors, c'est une date au hasard. Et pendant ce temps, Mercedes, elle, s'en sera rendu compte beaucoup plus tôt. Et au final, c'est l'équipe qui aura le moins bien démarré 2022 qui sera le mieux en forme Aston Martin. En 24-25. Exactement. Donc j'ai peur qu'en fait, Ferrari, le gros danger, c'est que si le plafond du concept, effectivement, soit en termes de réglage, soit en termes de vitesse pure, il ne peut pas atteindre celui de Red Bull, c'est là que ça va être catastrophique. Après, voilà, moi, ce qui me fait surtout peur, c'est que je ne comprends pas qui comprend la voiture dans l'équipe, parce que ça peut pas être Vasseur à 100%, vu que c'est pas lui qui l'a développé. Ben oui, c'est un truc de fou. C'est pas vraiment lui qui l'a créé. Il avait dit dans l'hiver qu'il avait 0% de part dans la création de cette voiture.
David Sanchez, qui C'est était barré. parti des gens les plus importants, s'est barré. Binotto s'est qui barré, reste, entre guillemets. Et au final, qui comprend quoi et qui va aider vraiment à régler cette voiture? J'arrive pas à comprendre. Et quand chez Mercedes, tu peux payer le luxe de rappeler un James Allison qui a été mis sur la touche, on peut se permettre de faire ça chez Mercedes. Chez Ferrari, tu fais quoi? Je sais pas où tu vas. J'ai quand même l'impression qu'il y a 2 grandes choses à régler pour déjà revoir la vraie perf de la Ferrari. C'est 1, la FIAB, et 2, c'était le rond arrière. À partir du moment où ça, déjà, ça sera quelque chose de réglé, je pense qu'on verra Ferrari matcher avec Aston. Parce que s'ils règlent la FIAB, ils développeront leur potentiel moteur. Ouais. Ils vont arriver à sortir les chevaux. Et il faut absolument qu'ils arrivent à stabiliser cette monoplace pour qu'elle ait suffisamment de charge pour tenir ces courbes rapides. Parce qu'on l'a vu assez molle à Jeddah, hein, mine de rien, dans ces courbes. Et en même temps, ne pas créer une traînée lunaire qui viendrait totalement bouffer la vitesse de pointe de la Ferrari. Donc à partir de là, s'ils règlent ça, déjà, ils auront fait un gros pas en avant et ils sauront davantage l'écart qu'il leur reste avec l'optimum du concept. Et si l'écart avec l'optimum est trop loin de Red Bull, peut-être qu'on pourra commencer à modifier le concept. Mais les Ferrari B, ça n'a jamais non, été... je crois 2004 Mais le c'était problème- pas mal, non? 2009 aussi. Hein. Ouah, tcha. Non, mais 2004, c'était une réussite, la Ferrari B. Oui. Oui, mais... C'est-à-dire que les saisons, c'est la 2020, 2003. Oui, je crois. oui, mais tellement... Non, c'est 2005. 2005. Ah oui, t'as raison. Oui, pardon, c'est vrai, excuse-moi. ils ont tellement d'avance qu'ils démarrent, disent, ouais, pardon, excuse-moi. On va Confondu. quand même garder Ouais. la première. Perdu. Mais là, ce qui me fait peur dans ce que tu dis, Brice, c'est qu'en fait, avec ce concept-là, je ne sais pas s'ils trouveront le réglage à 100%. Parce qu'en fait, dès que tu touches quelque chose, ça décale autre chose. Et en fait, j'ai le Complètement. sentiment que, allez, tu peux régler la traînée. Oui, mais du coup, tu vas dégrader tes gommes comme un fou. Ah bon, bah alors du coup, il faut faire gaffe aux gommes. Du coup, en fait, tu dois tomber dans un espèce de compromis. Bah oui. Oui, mais ce qui me fait peur, c'est que généralement, tu trouves un compromis où tu arrives à marcher. Là, tu trouves un Un cercle compromis vertueux, et là, c'est un cercle vicieux. juste quoi. pour éviter que quelque chose déconne. Parce qu'il y a trop de problèmes, justement, et qu'ils peuvent faire des compromis sur plusieurs choses, mais pas 150. Et La fenêtre de performance de la Ferrari, c'est celle, vous savez, dans les toilettes Droite. toutes petites là. C'est ça. le Vassis d'As. Le tout petit truc. Voilà. Le C'est Vassis ça, la d'As. fenêtre de Une trappe. Non, mais en fait, Ferrari, ce qui manque clairement, et c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment avoir d'avis clair sur la position de Ferrari aujourd'hui, c'est une course sur une piste pas trop abrasive. On rappelle que Bahreïn, c'est la piste la plus abrasive du calendrier. Oui, c'est vrai. Et avec du clean air. Voilà. Et un peu de savoir quel est le rythme de cette voiture par rapport à Mercedes. Là, mine de rien, on rappelle qu'ils sont quand même piégés par la voiture de sécurité. C'est vrai. Aussi bien Leclerc que Sainz. Que Russell Hamilton en Hamilton profite bien, hein. s'arrêtent Ouais. tous les deux sous voiture de Oui, sécurité. ils sont à voir. Et qu'au niveau de la position sur la piste, c'est aussi là où Mercedes fait la différence. Et que t'as un mec qui défend en médium derrière aussi. Hein. C'est-à-dire que derrière, tu Oui, peux t'as pas- Hamilton tu peux qui pas finit la l'attaquer, course en hein. médium. C'est vrai. Donc il y a encore trop d'interrogations pour être vraiment inquiet. Mais par rapport à Red Bull, en tout cas, il va aussi falloir être extrêmement performant et extrêmement malin dans l'utilisation de la soufflerie et dans l'utilisation donc, du tunnel et de la CFD. CFD pour limiter entre guillemets les Foiré, dégâts, va. voir le développement par rapport à Red Bull. Et on rappelle aussi qu'Aston Martin a un potentiel de développement bien plus élevé que Mercedes, que Ferrari et surtout que Red Bull par rapport à la soufflerie au CFD. On a parlé de la voiture, les gars. Parlons maintenant un petit peu de l'encadrement. Il y a eu du changement à l'intersaison, justement, chez Ferrari, avec l'arrivée d'un nouveau boss en remplacement de Mattia Binotto. Justement, Frédéric, qu'est-ce qu'il y a les deux, là? Qu'est-ce que vous avez, là? C'est intenable. C'est intenable. Il est insupportable quand il est à côté de moi. Oh. C'est comme ça tous les jours l'envers du décor. Partage la blague. Il n'y a, Ah, mais y a c'est pas une y a blague. pas de blague, c'est D'accord. juste que je me moquais de son. Ah, ok. Gagnons du temps, les amis. Ah ouais, Avançons surtout. Avançons sur Frédéric Vasseur, si vous voulez bien. Peut-il imposer sa loi, Frédéric Vasseur? Des tensions en interne. J'ai mis entre guillemets, parce que ça a été relayé par la presse italienne, mais ça a été surtout confirmé. Alors, les propos de la presse italienne n'ont pas été confirmés par Canal+, mais Franck Montagny et Julien Febvre, ce week-end, ont bien expliqué, sans rentrer dans les détails, que, en effet, il y avait des tensions en interne. Il y a eu la démission de David Sanchez, tu en as parlé, l'un des pères de cette SF23, les rumeurs sur une éventuelle fuite des cerveaux, le veto de Vasseur concernant un éventuel départ de Laurent Mekies vers Alpine, voire vers la Formula One, et cette zizanie qui serait orchestrée par les proches de Binotto. J'ai mis un point d'interrogation, mais c'est Frédéric Vasseur, vous allez le voir, qui le dit. Aura-t-il surtout les coups des franges, Frédéric Vasseur? Est-ce que, en vrai, le choc culturel est-il possible chez Ferrari? Quelle cohabitation avec le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna? Quelles seront les marges de manœuvre de Fred Vasseur? Et surtout, est-ce qu'en tant que Français, la presse italienne lui laissera du temps?
Regardez les réponses. Vous avez lu toutes les rumeurs autour de Ferrari. Je vous les ai d'ailleurs listées dans ce tableau. Regardez les réponses de Frédéric Vasseur, qui a répondu à tout ça, et il a sorti la sulfateuse, enfin en tout cas la machette, on va dire ça plutôt. C'était à Auto Hebdo et à notre confrère Jean-Michel Desnoux. Il dit « J'ai des ressources et un pouvoir de décision que je n'ai jamais eu ailleurs. C'est la réalité de la situation. » Autre morceau choisi. Il y a des gens qui étaient très proches de Mathia et qui préfèrent partir, ce qui ne me dérange pas. Et il y en a d'autres qui ont peut-être craint un instant pour leur avenir. J'ai du mal à comprendre pourquoi l'équipe devient une cible après une seule course. En ce qui concerne la corrélation entre la simulation et la piste, nous sommes en ligne. C'est pourquoi j'ai demandé à tout le monde de rester concentré sur la performance et de trouver des solutions aux problèmes de fiabilité, car le championnat est long. On a souvent comparé Frédéric Vasseur à Jean Todt. On a souvent aussi oublié que les débuts de Jean Todt avaient été compliqués du côté de chez Ferrari. Est-ce qu'il peut être l'homme de la situation? Est-ce qu'il peut avoir les coups des franches? Est-ce qu'il peut imposer sa loi? Non, mais il faut faire le ménage. Déjà, il faut faire le ménage. Il faut stopper les fuites. Tu parlais tout à l'heure des proches de Binotto. Pendant les essais, Febro et Montagny disaient clairement que c'était Binotto et Rossato. Il y en a un qui est encore en place. Oui, c'est vrai. Lui, il est tellement en place. À un moment, ça demande du courage, forcément, parce que c'est casser un aspect historique de l'histoire de la Scuderia, de l'histoire récente de la Scuderia. Mais pour performer, il va falloir créer un climat sain. On rappelle que Ferrari, c'est souvent la comparaison que je fais, c'est la seule équipe de football. Ça représente une nation. Ferrari, c'est l'Italie, c'est la Squadra Azzurra. Donc tu te retrouves dans une situation où la lettre d'excuse de Mercedes, perso, je la trouve ridicule. Parce que Mercedes, avec tout le respect que j'ai pour Mercedes, c'est personne par rapport à Ferrari. Il n'y a que Ferrari qui peut arriver demain et rendre des comptes à un peuple, rendre des comptes à ses supporters parce qu'ils sont nombreux en Italie et partout dans le monde. Là, tu te retrouves dans une situation où il faut surtout créer un climat serein, un climat stable. Voilà, donc s'il y a des gens qui doivent partir, c'est le moment. Et s'il y a des gens qu'il faut virer, c'est le moment. Parce que tu ne peux pas rester sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à avoir des allers, des retours et surtout avoir un climat aussi tendu et des fuites qui derrière, t'engendrent ce type de conférence de presse d'urgence, entre guillemets. Depuis le départ de Jean Todt, Ferrari ne fonctionne plus comme une équipe de course ou comme une entreprise. Ferrari fonctionne comme une famille. En intégrant des membres, mais en ayant beaucoup de mal à en virer. Ça fonctionne en réglant son linge sale en famille, quitte à ce que des tensions apparaissent, qu'on les cache, qu'on communique mal dessus, et que ça se répercute derrière sur l'ambiance générale qui, derrière, amène à la performance moisie en piste. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot depuis 15 ans. Le départ de Binotto et l'arrivée de Vasseur, c'est un vrai coup dans la fourmilière pour changer cette mentalité qui a pu à des moments mener à des pics de performance mais jamais à ce que Ferrari mérite en tant qu'entité, à savoir le titre, point barre. Il n'y a pas de on doit se satisfaire d'une 2e place, 3e, 4e. Puis des pics de performance bien dopés. Hein. Ouais. On le rappelle. Débitmètre. On a un tout petit peu réglé de débitmètre sur On. Je vous rappelle que 40% des victoires de Charles Leclerc sont illégales. Et qu'il a le même nombre de victoires que Sergio Pérez. Ouais, purée. Voilà, ça pique. Oh là là, ça fait mal quand t'es Ferrarista d'entendre ça. Mais tout ça pour dire que les déclarations de Vasseur, moi, elles me semblent supra-saines. Je n'avais pas les 80%. Ça fait mal. 40, c'est énorme. 40, j'ai compris 80. 40. 2 sur 5. Oui, ok. Les déclarations de Vasseur, pour moi, sont très saines parce que, en l'espace de 5 confs de presse ou 5 articles, on a entendu tout ce qu'on n'a jamais entendu avec Binotto. Ouais. Binotto se prenait les pieds dans le tapis pour éviter le bûcher public italien. Je suis pas d'accord. Il se prenait pas les pieds dans le tapis. C'était sa philosophie de dire tout va bien. C'est sa manière de communiquer. J'avais l'impression d'avoir Rudy Garcia. C'est tout. Oui. Il parle jamais de Formule 1. Hier, dans l'émission Post-Race Show sur F1 TV, il va sérieux. Tu l'entends parler Formule 1. Ah ouais, il te dit clairement ce qui va, ce qui va pas, l'axe de progression, ce qui est plutôt positif, le relais de Leclerc. Jamais une critique. Il va pas dire. Il a dit ça sur Canal. Il dit pas. Les pneus Pirelli sont mauvais. Il dit on n'arrive pas à comprendre et à utiliser ces pneus Pirelli. Exactement. Il les cache, il te dit exactement ce que nous, on veut entendre, à savoir la vérité. Ouais. Et nous, ça nous permet déjà d'avoir, et ça permet aussi aux médias italiens et aux supporters en Italie, de comprendre exactement ce qui se passe, ce qu'il en est, les axes de progression. Et en fait, ça contribue aussi à créer un climat plus sain. Il n'y a pas d'opacité autour de Ferrari. L'honnêteté, s'il l'a avec les médias, crois-moi qu'en interne, il l'a. Oui.
Et qu'à mon avis, il dit à des mecs avec qui il n'a pas d'affect et 25 ans de relation, il dit « Oh, tu fais quoi ?» Et à partir de là, je pense que les mecs se bougent un peu plus là-dessus, plutôt que Binotto qui doit dire « Ah, mais tu avais des problèmes, mais attends, mais ok, mais t'inquiète pas, on va voir et tout. » Là, au moins, c'est cash. Tu disais tout à l'heure, Brice, que Ferrari fonctionne un peu comme une famille. J'ai envie de dire un peu comme une famille politique, un parti politique, dans le sens où tout le monde va tenter de se placer pour être dans la prochaine vague qui accédera à la tête de l'écurie. J'ai un peu ce sentiment-là parfois avec Ferrari. Et parfois, ceux qui sont du coup aux décisions, aux têtes, oublient la mission première, qui serait la performance de l'écurie, pour conserver leur poste, conserver leurs avantages, conserver leur pouvoir au sein de l'écurie et leurs intérêts, exactement. Et donc, je pense que Vasseur, en ça, change beaucoup de choses, parce que là, pour la première fois, depuis Jean Todt, on n'apporte pas quelqu'un de l'intérieur qui est promu, qui du coup est promu avec entre guillemets son clan, ça fait des gagnants, des perdants dans l'écurie. Là, il y a quelqu'un de l'extérieur qui est arrivé. Donc je pense que du côté des gens qui étaient en place, on n'est pas satisfait de voir ça. Mais je pense que justement c'est une aubaine pour Vasseur ce qui est en train de se passer, ça peut paraître paradoxal, mais j'y aurais pas cru s'il était arrivé et qu'il n'avait pas eu de remue-ménage et que bon, finalement on était parti sur un nouveau cycle. Ferrari a tellement besoin de changements profonds, pas seulement de changer de tête, pas seulement de changer de philosophie, d'approche, comme Vasseur le fait, et je pense qu'il est à la bonne. Ferrari a besoin d'avoir un remue-ménage au sein de son organisation. Donc finalement, c'est peut-être bon signe que tout ça sorte. Alors, ce qui est vrai, ce qui est faux, j'ai beaucoup de mal à déterminer. Ça m'intéresse à limite peut-être même pas. Mais ce qui est bon, c'est que je pense que Vasseur doit se servir de ça pour dire, bon, écoutez, moi, si vous voulez que ça fonctionne, c'est comme ça, je propose mon plan. Si vous voulez pas, je m'en vais. Et Vasseur, il l'a déjà fait chez Renault. Il a déjà dit. C'est vrai, t'as raison. Si moi, je constate que ça peut pas marcher comme ça chez Renault, je m'en vais. Il peut pas y avoir de boss à l'époque, c'était le truc. Mais ça veut dire que tu crédites l'idée d'une nouvelle année de transition. Potentiellement, oui, dans le sens où, pour moi, elle est nécessaire. De facto. Tu changes de boss et c'est pas juste un changement de boss où il faut une nouvelle tête parce que Binotto avait plus envie d'être là. Prend du temps, ça. Hein. C'est beaucoup plus profond que ça. Les erreurs et la philosophie Binotto qui n'est pas le seul responsable, ça traduit vraiment ce qu'était Ferrari, ce que ne doit plus être Ferrari. Ça met du temps à changer. Et je pense qu'on le voit dans le sens, hier, Binotto nous aurait dit à l'arrivée, non, bon, il n'y a pas de problème, voilà, on a fait un relais propre. Je pense qu'on a fait un très bon course. Pas de problème pour le relais. Moi, en préparant ce sujet hier, je me rappelais quand même aussi également, tu parlais tout à l'heure d'équipe nationale autour de la Scuderia Ferrari. Est-ce que justement les Italiens vont laisser du temps à Frédéric Vasseur ? Est-ce qu'ils vont être aussi patients avec Frédéric Vasseur qu'ils l'ont été par le passé avec des Italiens à la tête de cette écurie ? Jean Todt, par exemple, l'a dit, après, je crois que c'est après 98 ou après 99, sa tête, enfin, il était, entre guillemets, les Italiens n'avaient plus de patience avec Jean Todt. On parlait même d'une remise en question du plan autour de Michael Schumacher. Et si Schumacher n'avait pas été champion en 2000, peut-être que l'histoire se serait arrêtée là. Est-ce que justement, avec cette pression italienne... On a tendance à mésestimer, sous-estimer un point, c'est que nous, Frédéric Vasseur, on le connaît. On sait comment il fonctionne. Est-ce que les Italiens connaissent Frédéric Vasseur ? J'ai pas la réponse, honnêtement. Je sais pas. Non. Ils se disent peut-être c'est qui ce gars. Mais tu sais, le plus important, c'est pas tant que les Italiens connaissent Frédéric Vasseur, c'est que Frédéric Vasseur connaisse les Italiens. Et dans la manière dont il va communiquer avec eux. Les Italiens, ils sont coltinés 10 piges de baratin absolu. Ça les a pas dérangés, j'ai l'impression. Bah si, ils t'en viraient un tous les 2 ans. Donc, à bout d'un moment, dans ces cas-là, le PSG en choix d'entraîneur, jamais ça convenait. Mais là, avec Fred Vasseur, la chose qui change, déjà, il y a une honnêteté, je trouve, intellectuelle sur la manière de dire ça va pas. Et je pense que, avant toute chose, les Italiens ne sont pas que des gens du cœur, les Italiens sont des gens qui veulent la win avec leur équipe. Et s'il y a un mec qui dit d'abord ça va pas, ils sont peut-être davantage croyants en le projet Frédéric Vasseur que dans un mec qui leur dit vous inquiétez pas, ça va aller, alors que ça fait 10 ans qu'on le répète, vous inquiétez pas, ça va aller, et ça va jamais. Donc en soi, déjà un mec qui arrive et qui dit non, en fait ça va pas, peut-être qu'on a l'admission d'un réel problème et que du coup on va travailler sur ce réel problème. Ça, c'est la première chose. Après, on va pas trahir de secret des dieux, mais on a rencontré Fred Vasseur cet été au Grand Prix de France au Castellet. L'interview qui est disponible en lien quelque part. On a compris très rapidement en échangeant avec lui en off qu'il connaissait Ferrari, qu'il connaissait le fonctionnement de Ferrari, les faiblesses de Ferrari, les choses qui agacent dans le paddock chez Ferrari. Et qu'on ne se comportait pas, même en tant qu'écurie cliente ou même en tant qu'écurie adverse avec Ferrari, comme on se comporte avec quelqu'un d'autre. Donc, il sait parfaitement au mois de décembre, c'est ça, décembre ou janvier ? Décembre, ouais. Où il fout les pieds. Du coup, en connaissant lui sa qualité de bâtisseur, sa qualité de j'aime prendre un projet à zéro et en faire quelque chose, même si c'est pas un projet de win, je veux construire.
Lui, il n'est pas arrivé pour reprendre les méandres du marasme qu'ont créé Binotto, Arriva Bene et tous les autres. Mais c'est toujours la même question. Bâtisseur, est-ce qu'on va lui laisser le temps ? Ferrari, c'est pas censé être Toulouse ou le Racing Club de Lens, c'est censé être le PSG. Mais justement, je pense qu'à mon avis, dans les discussions qu'il a eues avec Elkann, ça a été la marge de manœuvre des hommes, la marge de manœuvre des décisions et la marge de manœuvre du temps. On n'est pas sur, il faut arrêter de croire ça, on n'est pas sur un sport où en changeant de tête, instantanément... Pas le choc psychologique du changement d'entraîneur au foot. Voilà, en fait, c'est pas un discours qui va faire que la voiture va fonctionner. C'est des années de travail. Donc, que la presse italienne ou que les Italiens soient exaspérés d'avoir rien gagné depuis Kimi Raikkonen en 2007, je le conçois tout à fait. Mais en attendant, s'ils veulent repartir d'un projet sain et d'une vraie feuille blanche, il va falloir laisser du temps à Fred Vasseur. La chose qu'on peut voir depuis 2 courses, c'est qu'il n'y a pas un arrêt de raté et qu'ils sont super rapides. Il n'y a pas une stratégie qui est mauvaise, si ce n'est à cause d'une safety car. Et que pour le moment, on travaille dans le sens de la performance. Il n'y a rien qui est venu polluer ça, si ce n'est du coup des déclarations de la presse italienne. Pour le moment, le travail de Fred Vasseur, il est là où il doit être. Le jour où il aura des vraies décisions à prendre, c'est le jour où effectivement il devra donner une indication de philosophie sur le travail à réaliser. Et ce n'est pas le cas. Pour le moment, il doit faire avec ce qu'il a et faire une sorte d'audit de Ferrari et avoir les mains libres sur cet audit. Et s'il dit cette personne, il faut la remplacer par telle personne, on doit lui laisser le choix. Oui, parce que là, on ne parle pas tant de résultats sportifs pour l'instant. On parle de réussir à s'imposer. Et il le fait, je trouve, moi. Voilà, c'est ça. C'est réussir à dire... j'ai tel plan, il faut que ça marche comme ça. Et ce qui me fait dire que ça peut réussir avec Vasseur, c'est que lui, contrairement à tous les gens qui ont été nommés chez Ferrari depuis 10 ans, il ne dépend de personne en interne. Il n'y a personne qui l'a fait monter, il n'y a personne à qui il doit quelque chose, il n'y a personne qu'il va trahir en changeant telle et telle décision. C'est un mec de l'extérieur qui va imposer quelque chose. Et ça, je pense que c'est ce dont Ferrari a besoin. Et quelque part, que les gens à l'intérieur de Ferrari s'en indignent, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça, on sent que ça ne plaît pas à tout le monde. C'est bon signe. Ça montre qu'il est justement en train de faire ça, de faire des choses qui ne plaisent pas à différents clans qui tant mieux. Derrière. Ce sont ces clans qui minent Ferrari. Petite ouverture et dernier aspect, on a beaucoup loué, les gars, le line-up de Ferrari en disant qu'il était assez complémentaire, qu'il était assez complet sur ces 2 dernières saisons. Est-ce que, justement, c'est pas là aussi ou également l'un des motifs d'inquiétude ? Leclerc qui nous paraît un brin usé, un brin frustré. Il y a eu le calvaire post-débitmètre, les promesses de 2022 qui se sont terminées en frustration. Et puis cette question à laquelle on ne répondra pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, peut-il être un leader à la Schumacher ? C'est une question qui reste quand même en suspens concernant Charles Leclerc. Et puis surtout, moi, j'attends mon ami Antoine concernant Carlos Sainz. Carlos Sainz, j'ai mis inquiétant et encore c'est un peu pisse-froid, c'est un peu fadasse. No but come on. Manu. No but come on. J'ai mis inquiétant, mais c'est un peu pisse-froid parce qu'il y a un déficit de rythme quand même pour Carlos Sainz par rapport à Charles Leclerc qui est quand même dingue. Ouais, non. Alors, sur Leclerc, perso, j'ai pas de doute parce que le niveau sportif est là. Et oui, le langage corporel me fait souvent de la peine et t'as le sentiment quand même que ça l'use et on peut le comprendre. Mais je me dis que voilà, si demain Ferrari a la voiture pour jouer devant, j'ai pas de souci pour lui et il arrive dans les tours qualifs à montrer que dès qu'il y a moyen d'aller jouer devant, il y est. Oui. Sur Sainz, je suis. Alors, avec. Grand Prix de France. Voilà. Et ça, c'est un autre. Mais pas encore là. Pour dire que j'ai pas d'inquiétude pour l'instant, pour moi, c'est pas du tout le sujet numéro 1 chez Ferrari. C'est peut-être la seule chose sur laquelle tu peux te reposer à 100% pour l'instant. Sur Sainz, d'un côté, je suis inquiet dans le sens où je constate qu'il n'a pas réussi à combler le gap de performance qu'il a eu l'an dernier. Déjà, il est arrivé l'an dernier, c'était pas normal ce gap, dans le sens où c'était sa 2e année dans la voiture. La première avec cette voiture nouvelle pour les 2 pilotes, donc il n'était pas censé y avoir de gap à la base. Gap que toute l'année, il nous a mis sur la faute d'une aisance qu'il ne trouvait pas dans la voiture. Ok, pourquoi pas. On recommence, il a les mêmes soucis, il est même sur certains passages, notamment la qualif, et notamment le rythme à Bahreïn, encore plus loin. Donc là-dessus, c'est inquiétant, mais je me dis que c'est pas tant grave pour Ferrari parce que ça acte de fait qu'il y a une différence de niveau entre les 2 pilotes. Pour moi, aujourd'hui, elle est claire. Et ce Sainz-là n'est pas sous-performant. Il est juste pas à la hauteur de Leclerc. Mais il est totalement capable, je pense, dans ses bons jours, d'être, on pourrait qualifier d'un numéro 2 très solide pour Ferrari. J'espère juste que ce qui est en train de se passer là va mettre fin à cette espèce de débat ou de petite musique qui court, notamment imposée par le clan Sainz, de dire on peut s'imposer en numéro 1. Pour moi, aujourd'hui, quand il vient toujours nous faire ces petites déclats, et c'était le sens de dire l'Aston est plus rapide que nous, alors qu'il était seulement plus rapide que lui, il vient nous dire ça, mais aujourd'hui, pour moi, ça ne passe plus, parce qu'il n'a plus
la perf en piste pour dire si. Mais allez, enfin, Antoine, il a 14 points d'avance sur Leclerc au championnat. Absolument. Tu sais qu'on se battait déjà, rappelle-toi, on en a parlé lundi dernier, en 2021. Exactement. On disait oui, mais il a battu au classement du championnat du monde. Quelle fraude. Ce qui est inquiétant, c'est que j'ai souvenir d'une déclaration après les essais hivernaux où il disait que la voiture aujourd'hui lui convient bien mieux que celle de la saison dernière. Ah bon? Et quand je vois les qualifications à Jeddah, alors encore une fois, il n'y a que 2 courses, donc on va quand même lui laisser le temps, mais je veux bien être tolérant, mais il y a des limites. À un moment, va aussi falloir que Carlos Sainz... 3 sur 3. À un moment, va aussi falloir que Carlos Sainz réponde présent, parce que, et c'est ce que dit souvent Brice, quand Verstappen n'est pas là, Perez est présent. Ah bah, tu m'as J'allais dire, piqué quand mon Hamilton argument. n'est pas là, Russell n'est piqué mon n'est argument. présent. Quand Leclerc, en tout cas Jeddah, n'était pas là, Sainz, il n'était pas présent. Ouais. Il n'était pas deuxième, il n'était pas troisième sur la grille de départ. Pas là, départ. Russell est là aussi. Oui, mais en fait, je ne savais pas dans le tournée. Bon, dans quel sens. Alonso Stroll, non. Bon, pas encore. Pas encore. Mais... Non, Stroll, on va lui laisser le temps. Non, mais aujourd'hui, Ferrari est P4 au championnat constructeur. Si Sainz était un tant soit peu au niveau de Leclerc, ça ne serait pas le cas. Exactement. Vraiment pas du tout. Il doit faire 2 podiums. Finalement, c'est lui qui doit prendre Mais oui, ils doivent faire au vu des physionomies de course. Bahreïn, Ferrari est meilleur. Enfin, Leclerc est meilleur. Voilà, machin. 3 et 4. Jeddah, 2 et 3, sans Verstappen. Avec, du coup, la remontée de Verstappen, tu finis 3 et 4. Si aujourd'hui, Ferrari est 4e, pour moi, c'est 100% Sainz. Parce que Sainz se qualifie à Jeddah derrière Russell et Alonso. Et que dans les rythmes de course, pas qu'à la qualif, dans les rythmes de course. Stroll aussi, non? À Jeddah. Je sais pas, non, Si, je pense pas. Non, Stroll, il le passe au départ. Stroll le passe au départ. Stroll, il fait un dépassement de fou D'accord. sur lui. Et je vous rappelle le rythme de Sainz à Bahreïn ou pas sur le premier relais? Ouais. La pilule qu'il prend, à un moment donné, il va falloir vraiment que soit on se pose la question de est-ce que c'est le line-up qu'il faut pour Ferrari. Moi, je pense que oui, parce qu'en soi, il a un vrai niveau, mais il est vraiment pas régulier quand même. Enfin, l'année dernière, il fait un nombre d'erreurs, il a quand même plus côtoyé le bac à graver que le podium. Et Non, c'est dur. début de saison? En fait, Début de saison, mais sur l'ensemble, c'est dur. Attends. Et là, en fait, il n'est pas là quand Leclerc a ses problèmes. Et pour le coup, Leclerc ne fait aucune erreur depuis le début de saison. On oublie de lui brancher un câble à Bahreïn. Ouais, c'est fou. Ferrari a encore des restes, visiblement. Et il a du coup cette 3e unité qui vient lui mettre une péna. Mais en soi, il se qualifie P3 et P2. Le début de saison, il est presque aussi bon que l'année dernière pour Leclerc en termes de performance pure. Ce qui sera inquiétant pour l'avenir, en fait, le premier titre, s'il doit arriver, de Charles Leclerc, il se construit dès aujourd'hui. À la première opportunité, il faut que les planètes soient alignées pour Ferrari. Et parmi ces planètes-là, il y a la question du deuxième pilote. Hamilton, s'il n'est pas champion en 2021, c'est parce que son coéquipier, c'est Valtteri Bottas. Verstappen, il est champion du monde en 2021 parce que son coéquipier, c'est Sergio Pérez. Le jour, à l'instant où Leclerc aura la monoplace capable d'aller chercher le titre, il va falloir qu'il compte sur son deuxième pilote, en l'occurrence Carlos Sainz. Si Sainz, aujourd'hui, il est largué, je vois pas pourquoi est-ce qu'il ne serait pas largué l'année, ça peut être 2023, 2024, 2025, 2026, on n'en sait rien, mais au moment où Leclerc jouera le titre, il va falloir compter sur Sainz, et si Sainz n'est pas là, ça pourrait lui coûter le titre. Donc, les décisions chez Ferrari, elles doivent se prendre et s'anticiper en fait par rapport à l'objectif titre mondial. Exactement. Voilà les amis, en tout cas pour ce grand débat Ferrari, c'était super intéressant. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire sous cette vidéo. Bien évidemment, on vous lira, on essaiera de vous répondre. On fait une petite pause de Formule 1 les gars jusqu'à Melbourne. Je propose tout de suite qu'on parle MotoGP avec l'excellente Margot, c'est sa première, donnez-lui de la force. Allez, parlons MotoGP. Vous le réclamiez depuis des années. On va consacrer une page MotoGP chaque mois dans cette émission du mercredi. Et pour incarner cette page, c'est Margot GP. Je sais pas comment on t'appelle parce que c'est vrai que nous, dans les pistonnés, déjà je veux dire bonjour Margot. Bonjour à tout le monde, merci. Bienvenue, on est content de t'avoir avec nous. C'est vrai que dans les pistonnés, il y a une tradition, c'est que les gens ont des noms de scène et nous en fait on crame tout de suite leur vrai nom et prénom. C'était le cas avec Antoine, c'était le cas avec Pierrot. Parce que Pierre-Olivier Valette, ça avait fait marrer tout le monde. Pierrot, tu vois. Comment tu veux qu'on t'appelle Margot du coup? Alors, mon vrai prénom, et non, c'est Margot Lévento. D'accord. Donc on peut commencer comme ça. Super. Allez. Margot Lévento. Elle t'a calmé. Margot,
Je me tiens à carreau. Non, mais Margot GP, c'est mon nom sur YouTube. C'est vrai, ça. t'as raison. Mais j'aime bien mon prénom. Sur YouTube, Margot GP, bien sûr, pour parler de ta chaîne. Margot, cette saison, tu vas nous convaincre de regarder la saison MotoGP. Raconte-nous un petit peu comment va se mettre en place cette chronique. Du coup, ce sera minimum une fois par mois où je vais rejoindre l'équipe et où on parlera d'un petit thème et ensuite on échangera autour de ce thème-là. Et après, pourquoi pas, en fonction des aléas de la saison, parce qu'il y a 21 Grands Prix, donc il y en a 22, 23 en Formule 1. Donc 23. Ouais. Les calendriers se croisent. Donc en fonction de ça, peut-être que je viendrai un petit peu plus souvent. Mais oui, je vais essayer de vous faire aimer un peu plus le MotoGP. En plus, généralement, le MotoGP, c'est à 14h, la F1 à 15h. Donc, j'ai peut-être mes chances. C'est le warm-up pour les passionnés de F1. On est ravis de t'avoir avec nous, en tout cas, Margot. C'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir sur ce plateau. La saison de MotoGP elle commence dans une semaine. Et la grande question qu'on a envie de se poser avec toi, c'est quelles sont les chances françaises? Nos deux petits Français peuvent-ils aller au bout en 2023? C'est tout le sujet, mais pour recontextualiser déjà, donc on a Fabio Quartararo, donc qui est pilote d'usine chez Yamaha et qui est champion du monde en 2021, qui a malheureusement, quand on est français, on peut dire malheureusement qu'il a perdu le titre face à Francesco Bagnaia en 2022. Donc il y a cette envie de retrouver le titre en 2023. Et ensuite de l'autre côté, côté Ducati avec Johann Zarco, donc qui est pilote Pramac, et qui est champion du monde, Moto2 en 2015 et 2016, il ne faut pas l'oublier, et qui, lui, il y a l'autre objectif d'aller chercher cette première victoire, bien sûr aussi le titre, mais c'est vrai qu'on attend tous cette première victoire côté français. Alors justement, la grande question qu'on se pose, Margot, concernant Quartararo, on l'a vu perdre son titre, tu l'as dit l'année dernière, notamment contre Francesco Bagnaia et sa Ducati. Où en est Yamaha, justement? Est-ce que Yamaha peut s'inviter à la lutte avec Ducati cette saison? Pour l'instant, pour ce premier Grand Prix, non, ça risque d'être compliqué. Et puis même Fabio Quartararo l'a dit qu'ils n'étaient pas prêts à 100%. Ils étaient, du moins pour ce premier Grand Prix. Et Maio Meregali, le team manager de chez Yamaha, a aussi dit qu'en termes de vitesse, il n'était pas là où il devait être. De toute façon, c'est le grand problème de Yamaha, le manque de vitesse, le manque de puissance. Maintenant, le troisième temps, Fabio Quartararo réalise le troisième meilleur temps des tests à Portimao, donc le dernier jour. Donc pour lui, c'est rassurant. Même pour Yamaha, il semblerait qu'ils aient trouvé le bon package, donc le nouveau moteur 2023 et des anciens settings de la moto. Donc normalement, ça fonctionne. Maintenant, est-ce que Yamaha pourra répondre aux attentes de Fabio Quartararo, qui quand même a perdu le titre en 2022 en grande majorité parce que la moto, la Yamaha n'est pas là, elle est loin des Ducati. Aujourd'hui, Yamaha a mis des choses en place. Il y a une nouvelle organisation en interne. Il y a eu le recrutement de Luca Malmolini, qui est un ancien ingénieur en F1, donc chez Ferrari, si je ne me trompe pas. Et il y a eu aussi des vrais tests hivernaux, parce que le problème de Yamaha, c'est que depuis que Fabio Quartararo est chez Yamaha, il n'avait pas forcément apporté beaucoup de tests. Donc à chaque fois, il demandait ça. Et là, il y a eu. Mais aujourd'hui, Fabio Quartararo, le gros problème aussi, c'est qu'il est tout seul. RNF, qui était équipé de Yamaha avant, est équipé maintenant d'Aprilia. Aprilia sont meilleurs que Yamaha, donc ils ont fait, peut-être, à mon sens, ils ont fait le bon move. Maintenant, Fabio Quartararo, donc ça fait 2 motos de Yamaha sur le plateau, voire 1,5 parce qu'il y a Franco Morbidelli qui est son coéquipier. Mais voilà, il termine 19e au championnat, 19e au championnat l'année dernière, sachant qu'il est vice-champion en 2020. Au test, il n'est pas là forcément non plus. Donc en fait, Fabio Quartararo se retrouve tout seul face à une armada de Ducati. On verra si le troisième temps est révélateur. Maintenant, honnêtement, Yamaha se doit en fait face à un Fabio Quartararo qui a ramené le titre en 2021, qui se bat quand même jusqu'à la dernière course en 2022 à Valence pour le titre. Yamaha se doit d'investir au maximum. C'est son projet. Quartararo fait partie du projet Yamaha. Il se doit d'investir au maximum, de trouver les solutions, de faire tout son possible pour lui amener la meilleure moto. Maintenant, il n'y a plus Valentino Rossi chez Yamaha, mais il y a Fabio Quartararo qui est là et qui ramène des titres, qui est capable de ramener un titre. Point d'interrogation donc sur Fabio Quartararo et surtout sur les performances, tu l'as dit, sur le début de saison donc de Yamaha. Posons-nous la question maintenant de Johann Zarco, parce que tu en as parlé au début, tu as parlé de cette Ducati qui sera bien sûr préparée par le team Pramac. La Ducati a l'air de s'imposer, si je t'ai bien entendu, en tout cas comme la meilleure moto du plateau. Est-ce qu'on peut être optimiste alors pour notre ami Johann Zarco? Oui, on peut être optimiste. Et pour recontextualiser, donc Johann Zarco, il est en MotoGP depuis 2017. Et aujourd'hui, c'est le pilote avec le plus de podiums, donc 15 au total, sans victoire.
Donc ça fait quand même beaucoup. Et c'est une stat qui est un peu incomprise, qui est un peu mystérieuse parce que on sait le pilote qu'il est, on sait que c'est un pilote qui est talentueux, qui travaille énormément aussi, qui est régulier, bon certes, je l'accorde, en début de saison, notamment ces 2 dernières saisons avec Ducati en 2021 et 2022, il fait des super débuts de saison et après c'est un peu plus compliqué. Maintenant, en 2021, il termine 5e, 2022, termine 8e, mais en 2022, voilà, il comprend beaucoup plus le fonctionnement de cette Ducati. Donc, on peut y croire, c'est un pilote qui monte sur les podiums, un pilote qui signe des positions, mais voilà, il manque cette première victoire, elle est pas là. Il y a eu des occasions manquées, des chutes, des choix stratégiques. On peut penser à la... Je crois que... Non, c'est pas la Malaisie, c'était au Japon, si je me trompe pas, avec Bagnaia. Et maintenant, Johan, pour moi, il a pour tout le monde, en fait, Johan Zarco, il a la meilleure moto parce qu'il il est chez Pramac Ducati. Ducati équipe avec les mêmes motos officielles Pramac. Donc, il a toutes ses chances, d'autant plus qu'il a changé encore son approche cette saison. Il est séparé de Jean-Michel Bell, qui était son coach. Il s'est séparé de Romain Guillot, qui était son entraîneur également. Il y a eu un changement de mécanicien. Il retrouve le mécanicien avec qui il a gagné ses 2 titres en Moto 2, qui est Massimo Blanchini. Donc voilà, il y a plein de choses. Après, il y a toujours ce blocage. Et je me rappellerai toujours quand j'ai commencé à faire mes premières conférences de presse, c'était avec Pramac Ducati, justement, avec Johan Zarco. À chaque fois, il parlait de ce un blocage qu'il aurait dans la tête. Et aussi ce manque de feeling sur l'avant. Mais tout semble quand même aller de mieux en mieux. Et on pourrait y croire à 100%. Enfin, moi, j'y crois à 100%. Il faut débloquer les choses alors. Débloquer les choses pour Johan Zarco, débloquer cette première victoire. Et derrière, normalement, on tire sur le fil et tout le reste devrait venir. Juste pour continuer sur un peu l'aspect prévu, après promis, je laisse Brice, Hamza et même Antoine qui est calé sur le sujet parce qu'il prépare, il nous l'a dit, un gros doc sur Pramac. Parle-nous un petit peu dans cette preview à une semaine du début de la saison. Tu nous as parlé de Ducati, tu nous as parlé de Honda. Aprilia aussi qui était une des belles surprises, je crois, des essais hivernaux, tu l'as dit. Où en sont Marquez et Honda? Bien, Marquez va bien, Honda va mal. En gros, c'est un peu ça. Quand l'un va bien, l'autre va mal et inversement. Ouais, Marquez sort de 3 années, 3 saisons compliquées parce qu'il y a eu cette fracture de l'humérus droit en 2020, la première course de l'année qui était repoussée d'ailleurs. Donc, il y a eu cette dernière opération, l'ultime chance où c'est un peu glauque, mais ils ont fait une rotation de son humérus de 30%. Il a une cicatrice, elle est là, il le dit. Il y a eu un documentaire sur Prime Video. D'ailleurs, génial ce documentaire où il dit celle-là, c'est pour gagner. D'ailleurs, elles sont un peu grosses, ces cicatrices. Non. Elles sont énormes. Mais voilà, et aussi, le problème, c'est que Honda, pendant 3 saisons, n'a pas eu son chef de file parce que Marquez, c'est le projet de Honda. Et cette moto, déjà, c'est la moto de Marc Marquez. Il n'y a pratiquement que lui qui est capable de la piloter. Et forcément, en 3 ans, quand tu n'as plus la personne qui est capable de développer ta moto et que devant, ça progresse, tu te retrouves avec beaucoup de difficultés. Les tests n'ont pas été révélateurs d'une grande progression, donc à voir. Mais c'est compliqué pour Honda, mais Marquez va mieux. C'est déjà ça. Bonne nouvelle en tout cas, les gars. Ouais, je voudrais revenir sur Yamaha. Du coup, tu évoquais le fait que Yamaha n'est pas à la moto à l'heure actuelle pour faire gagner Quartararo. Et ça me fait penser justement à ce dont on parlait dans l'émission en F1 par rapport à la course au développement. Comment ça se passe, la course au développement en moto? Sur quoi on axe particulièrement? Est-ce que c'est pareil, c'est-à-dire châssis, moteur? Est-ce qu'il y a une notion aéro à prendre en compte? C'est quelque chose qui Il y a de l'aéro sur la Ducati d'ailleurs. Qui est pas du tout quelque chose qui est pas du tout familier pour moi. Donc voilà, et peut-être que pour le public F1 non plus. Donc il y a une réelle course au développement. Le MotoGP ne veut pas devenir comme la F1. Mais, du moins, spectateurs, pilotes, mais en fait, ça y vient. Donc oui, il y a ce développement au niveau du châssis. On a pu voir Marquez qui a testé 3 motos différentes avec plein de différences. Donc il y a aussi le développement au niveau moteur, comme si on peut reprendre avec Luca Malmolini qui est chez Yamaha maintenant. Yamaha qui utilise justement son entreprise. Mais pour revenir sur l'aéro, c'est assez impressionnant. Enfin, du moins, du point de vue extérieur, de ce que nous, on peut voir en tant que public, parce que forcément, tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur des usines. En termes d'aéro, c'est énorme ce qui se passe. Il y a un vrai développement. Donc, on peut voir, tu parlais de la Ducati qui a plein d'ailerons, mais toutes ont des ailerons. D'accord. Il y a eu les ailerons
depuis 2010. Mais c'est Ducati qui a instauré les ailerons à partir de 2010. Après, on pourra faire tout un sujet, je pense, dans la Bien saison sûr, ça mérite, carrément. sur l'aérodynamique. Mais il y a une problématique dans le sens où c'est tellement poussé qu'aujourd'hui, pour les pilotes, il n'y a plus assez de chances de déplacement. Et en MotoGP, tu n'as pas de DRS. Les ailerons à l'arrière, ils vont pas se rétracter, c'est pas possible. Dieu merci. Et donc, il y a aussi allez chez Spargaro, qui a justement, quand ils ont testé l'Aprilia, Aprilia a encore amené des appendices aérodynamiques, en plus sur l'avant, en plus de l'arrière. Et il disait qu'il ressentait encore plus cette pression, cet appui. Et le fait d'avoir de plus en plus d'appui lui a d'ailleurs causé potentiellement des problèmes au niveau des bras. Il s'est fait opérer récemment. Donc, il y a ce problème d'appui. Pour Fabio Quartararo aussi, le fait d'avoir de plus en plus d'aérodynamique et tout l'électronique. C'est des motos qui vont de plus en plus vite et qui sont du coup de plus en plus sensibles au vent. Faut pas une tonne, hein, comme les F1, forcément, qui sont de plus en plus sensibles au vent. Et plus tu vas vite, c'est de plus en plus dangereux. Selon lui, il y a aussi... quand d'autres pilotes, par exemple, vont dans d'autres championnats moto-américains, il n'y a pas autant de développement. Ils voient la différence, ils disent que c'est plus compliqué, justement, de doubler. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup de développement et les constructeurs ne vont pas aller... dans le sens inverse, parce que c'est ce qui leur permet de faire la différence. Mais aujourd'hui, il y a un gros développement, mais surtout sur l'aérodynamique. Et tu peux le voir, et ils ont vraiment pris un chemin où on va dans ce sens-là, et du moins pas avant 2027, il n'y aura pas de modification d'après la Dorna. Parce que la Dorna, qui est le promoteur du MotoGP, n'a pas envie de changer quoi que ce soit, même si, du moins sur la question il y a moins de déplacements, ils restent ils ont un peu des œillères, quoi. J'ai une question. Alors, si j'ai bien compris, Valentino Rossi n'est plus en MotoGP. Donc, les chances de titre, malheureusement, je crois que c'est mort. À 73 ans, c'était quand même normal au bout d'un moment. Non, j'ai vu qu'il y aurait des courses sprint. Ouais. Nous, en F1... Je savais que tu allais poser une question là-dessus. Forcément. Alors, je vais parler en mon nom, je ne vais pas parler en mon collègue de travail sur ma gauche, mais en F1, on n'était pas amis. Je déteste ça, tu vois. Et c'est un truc qui, pour moi, n'a absolument pas sa place en F1. On l'a suffisamment dit, je pense. J'ai vu qu'il y aurait 2 fois plus de courses, parce qu'en fait, à chaque Grand Prix, tu as une course sprint et une course principale. Comment c'est accueilli en MotoGP ? Un peu comme toi, visiblement. J'aime beaucoup le public MotoGP. Tu l'as convaincu. Non, mais et le pire dans tout ça, c'est que quand ça a été annoncé en MotoGP, les pilotes n'étaient pas au courant. Ouais. Tiens. La Dorna a tourné la chose dans le fait que les équipes n'auraient pas prévenu assez en avance les pilotes. Donc les pilotes, sur le coup, ils ont été très, très réticents. Et puis, tu passes de 21 Grands Prix à 42 courses par week-end. 40 par week-end, par année, par an. Ouais. C'est énorme, en fait. Même si c'est une course qui est divisée par 2, ça reste du temps perdu pour le développement, déjà. Parce que, en plus, tout ton format de week-end, il est parce que tu préparais à la base ton week-end pour la course. Donc, en plus, tu pouvais tester des choses. Maintenant, par exemple, Honda se retrouve dans la situation où ils ne peuvent rien amener en termes de tests avant Jerez, qui vont être de nouveaux tests durant la saison. Ils ne pourront rien amener parce qu'en fait, ils vont devoir faire avec ce qu'ils ont, puisqu'ils n'auront pas le temps. Parce que tu as une séance d'essai libre qui a été enlevée. Ça n'a vraiment pas été bien accueilli non plus par le public, qui se dit un peu c'est trop. Ça fait trop, surtout que c'est pas testé. 42. Et en plus, il y a un nouveau débat qui est en train de se créer dans le paddock, et c'est les pilotes qui disent oui, mais du coup... je peux avoir un peu d'argent supplémentaire en plus, vu que je fais une course en plus, que je prends des risques supplémentaires. Puis les droits TV, tout ça, tout bouge. Ouais, quoi. après, oui, il y a encore plein d'aspects sur lesquels je pense qu'on peut débattre. Maintenant, ça n'a pas été très bien accueilli. Il y a aussi, tu parlais de Valentino Rossi, qui est plus en MotoGP. Ça a mis un coup dur aux audiences. En France, ton emblème, quoi. En France, on ne peut pas le ressentir, parce que forcément, on a Fabio Quartararo qui, au moment où Rossi prend sa retraite, est titré champion du monde. Derrière, on a aussi Johan Zarco qui monte régulièrement sur les podiums. Donc en France, nous, on ne peut pas forcément le ressentir. Mais quand tu perds un pilote comme Valentino Rossi, le nombre de personnes qui me disaient je ne vais plus regarder parce qu'il n'y a plus Rossi. Non, mais Rossi, c'était pour moi, c'est l'emblème de ce grand sport, public. Pour moi, c'est MotoGP égale Rossi. Mais c'est lui qui a amené toute cette audience, et c'est lui qui a fait aussi du MotoGP en grande partie
ce qu'il est aujourd'hui. C'est un personnage. Donc forcément la Dorna, c'est ça. Donc forcément la Dorna essaye aussi de trouver des solutions pour ramener du public, pour faire du MotoGP encore quelque chose de plus spectaculaire. Est-ce que c'est la bonne solution d'imposer au final 21 courses supplémentaires sans les tester? Incroyable. Mais il y a Avec le risque de blessure aussi, hein, parce que il y a quand même beaucoup de blessés chaque saison en MotoGP comparé à la Formule 1. Et puis t'as 6 sprints en F1. C'est-à-dire qu'en fait, ce que dit Margot, c'est qu'en soi, t'as 6 sprints, tu peux faire des essais libres sur le fait de développer sur le reste des courses. Et que t'as des courses spectacles à des moments. Là, si t'as plus rien et que c'est sur toutes les courses, effectivement, en fait, tu nivelles par le bas et par la dangerosité, en fait. On va y arriver en fait. Oui, je me doute pas que Dominique Parce que c'est notre projet. Pardon, excusez-moi. Mais c'est surtout, il y a des circuits qui sont adaptés et des circuits qui ne sont pas adaptés. Enfin, quand on voit que, par exemple, Mandalika l'année dernière, donc un circuit qui arrive au calendrier, moi je les vois pas personnellement faire 2 courses là-bas. Alors, ils sont préparés physiquement. Tu veux dire, physiquement, c'est trop pour. Tu les vois quand ils ressortent, ils sont vidés, quoi. Ouais, ça fait un sprint à Singapour, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais il y a des. Après, ils ont la condition physique pour. Ils se sont beaucoup plus entraînés. Il y en a qui ont expliqué, comme Paul Espargaro, qui avait pris plus de masse musculaire parce que voilà, t'as une course en plus. Maintenant, voir ça sur chaque Grand Prix, au final, t'as pas cet attrait, comme tu dis, de course plus spectaculaire. Mais Carmelo Espeleta, le PDG de la Dorna, expliquait que oui, mais on peut pas proposer ça que sur 6 Grands Prix parce que les autres promoteurs locaux vont nous dire mais pourquoi nous on n'a pas de course sprint? Ah bah tu payes plus cher sur la F1. La F1 c'est celui qui paye plus cher, quoi. Mais en l'occurrence, si c'est plus égalitaire, en fait le truc c'est que la course sprint elle est arrivée en F1 de cette manière-là parce que c'est très américain et maintenant c'est très libertaré, c'est-à-dire que quand t'as l'Arabie Saoudite qui paye 90 millions versus Monaco qui paye 18, forcément il y a des choix où tu as peut-être plus d'intérêt à faire, alors que si effectivement tu n'as pas ce côté très libertaire du côté du MotoGP, en fait tu as peut-être un peu plus de côté on instaure ça au règlement et au final c'est le troll aimé du bien. Je crois qu'il y a un jeu de mots qui est passé à la trappe. T'as dit libertaré pour Liberty Media? Libertarié, je voulais dire. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a une prochaine titraille peut-être pour la semaine prochaine, pendant 2 semaines. Non, c'est toujours volontaire. Bon, Antoine, je sais que t'es passionné, t'es déjà convaincu par le MotoGP. Je suis absolument convaincu, totalement. Mais ton Bob. Ouais, je vais en prendre d'autres, MotoGP. Non, mais je veux bien t'envoyer Margot sur Marc Marquez. On a vu tout à l'heure, donc il s'est fait opérer, il a une blessure il a une cicatrice de fou. Il a fait énormément de sacrifices. Il s'est fait opérer 27 fois en 6 mois pour pouvoir recourir. C'est un truc de dingue. Mais s'il constate au bout d'un moment que la Honda lui permet pas d'atteindre ce qu'il veut, est-ce que c'est envisageable que Marc Marquez il cherche ailleurs? Est-ce que c'est envisageable qu'il se fasse draguer par d'autres équipes? Ducati est très fort. Est-ce qu'il n'y aurait pas une place chez Ducati pour lui? Et à quel moment le point d'inflexion Marquez peut avoir lieu dans la saison? Est-ce que tu y crois? Alors déjà, Marquez, pour revenir sur Honda, a dit que non, il n'envisageait pas d'aller ailleurs. Totalement. Il y a le projet Honda et pour lui, il a en contrat jusqu'en 2024 et lui veut ce titre avec Honda. Après, comme il l'a dit dans la série, s'il ne peut pas, il ira ailleurs. Maintenant, pour revenir sur Ducati n'est pas intéressé par Marc Marquez. Pas que ce n'est pas un bon pilote, loin de là. On sait, c'est un octuple champion du monde. Il n'a plus rien à prouver aujourd'hui. Mais Ducati a déjà son jargon de pilote. Elle a déjà des têtes d'affiche avec Francesco Bagnaia, avec Enea Bastianini. Déjà, je pense qu'il va y avoir un gros duel entre les deux cette année. Mais Ducati n'est pas forcément intéressé. Et aujourd'hui, où peut aller Marc Marquez? Parce qu'il ne va pas aller chez Yamaha. Au niveau Honda, Yamaha, kiff. KTM, c'est encore derrière. Aprilia, personnellement, je le vois pas aller là, pas que je le vois pas aller là-bas, mais en fait, c'est vraiment un pilote Honda. Il a gagné tellement de titres avec eux. Il a fait une bonne partie de sa carrière, la majorité de sa carrière avec eux. Après, oui, faudra voir où sont les forces du plateau après 2024. Mais aujourd'hui qu'il est présent, peut-être que peut-être que Honda pourra remonter la pente, mais pas cette année. Oui. 2024, on verra où ils seront. Puis prendre Marquez, c'est engageant parce que tu dois tout développer autour de lui et tout. Et c'est pas forcément ce que veut Ducati. Ils ont déjà leur pool, comme tu dis. Mais Ducati, l'avantage, c'est qu'ils ont 8 motos et qu'ils ont 8 pilotes, entre guillemets, à qui ça va, ouais. Qui peuvent la piloter. Qui sont capables de la piloter. Alors que c'est le gros problème des marques japonaises. C'est que vu que tu fais que tu concentres ton projet sur un pilote, sur Quartararo, sur Honda, sur Marquez, imagine ton pilote, il est plus là.
tu te retrouves dans le cas de Honda. En tout cas, je suis content parce que c'est une spéciale année de transition dans cette émission. Hein. On va commencer par Ferrari, on termine sur Baquet de Honda. Marquez, c'est le baquet d'Hamilton. Ouais, c'est un petit peu ça. Merci Margot d'avoir été avec nous. Merci. Tu reviens le plus vite possible. Dans un mois, s'il n'y a pas d'actualité, s'il y a d'actu, bien évidemment, on organise, on bouge les meubles et on fait de la place au MotoGP. Il faut faire de la place au MotoGP, les gars. Merci d'accueillir le MotoGP et de m'accueillir aussi. Je suis ravie fera peut-être l'Australie. Parce qu'il y a un mois de pause derrière. Donc C'est vrai. Je pensais partir en vacances, mais non, je rigole. Il n'y a jamais de vacances, bien sûr, dans les pistolets. Antoine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était un régal encore une fois d'être avec vous, les amis. Ça va être long cette saison sans toi. Voilà. De t'avoir dès la deuxième course, je me dis, il nous reste 20 courses. Non, moi, il m'a dit qu'il venait dans 2 semaines. Hein. C'est vrai? Ouais. Alors, on en discutera. Allô? Non, mais on va se... Je le prends en otage directement. Dans tous les cas, on va se voir dans les... Mais boire des coups, d'accord, mais il faut que tu parles. Moi, j'espère surtout qu'on va t'emmener en voyage cette année. Je croise les doigts qu'on vive des émotions comme on a vécu au Castellet. Punta Cana. Ça, c'est fort. Ça. Lave le bob, prépare-le cet été. Celui-là, laver? Jamais. Non, jamais, t'as raison. Le bob circuit Gilles Villeneuve. C'est comme les doudous, ça se lave pas. Ouais, c'est exactement ça. Je dors avec d'ailleurs. Et personne n'a envie de le toucher du coup. Non, du coup, non. Il est beau. Il est splendide. Magnifique. Et longue route, longue vie, bien sûr, à tout ce que tu fais. Déjà sur ta chaîne, le Pit Stop qui continue. Et on est très heureux que ce soit le cas. Et bien évidemment, dans cette aventure Canal+, tu es toujours le bienvenu. Tu as un micro ouvert. Table ouverte chez les pistonnés. Il n'y a que les grands noms qui ont ce privilège. Tu en fais partie. Merci. Brice et Hamza sont 2 grands noms qui ont ce privilège en permanence, une obligation même de revenir dans 2 semaines après Melbourne. Merci les gars d'avoir été avec nous. Un plaisir. Toujours été aussi bon. N'oubliez pas de commenter cette vidéo, de nous faire des retours, un peu ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Cette vidéo a été beaucoup trop longue, je le sais. On va travailler sur le timing. Je ne le dis pas pour vous qui nous regardez, mais pour nos producteurs qui, je sais, nous surveillent de loin. Salut les amis, à très vite. Ciao.